Bonjour, je m'appelle Graham Whittaker, j'ai 38 ans. J'habite à Colorado Springs, dans une petite maison nichée au pied des Rocheuses, où le vent froid souffle à travers les forêts de pins comme s'il essayait de raconter l'histoire de ma vie. Autrefois, j'étais pilote de chasse, sillonnant les cieux à bord d'un F-15 Strike Eagle, autrefois la fierté de toute une nation. Autrefois, j'étais le fils chéri d'une famille puissante. Mais maintenant, assis ici, dans une pièce faiblement éclairée, à la seule lueur d'une vieille lampe de bureau, je contemple les fragments de ma vie et me demande quand tout a commencé à s'écrouler. Cette maison n'est pas grande, juste assez pour que ma fille et moi, Isla, puissions nous en sortir. 4 murs en bois, un canapé usé et une cheminée que j'allume rarement, car chaque fois que je regarde les flammes, j'y vois des souvenirs brûlants. Je ne suis pas du genre à ressasser le passé. Les pilotes comme moi étaient formés à toujours anticiper la trajectoire de vol, calculer les angles et garder l'esprit vif, même lorsque la force G menaçait de nous faire perdre connaissance. Mais ce soir, avec Ella profondément endormie dans sa chambre, le monde extérieur plongé dans le silence, je ne peux m'empêcher de regarder en arrière. Là où tout a commencé et là où tout s'est terminé. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de raconter cette histoire. Certaines choses sont si douloureuses qu'on a envie de les enterrer. Comme lorsqu'on enterre une épave d'avion profondément sous terre pour que personne ne puisse voir sa tâche. Mais il y a quelque chose en moi. Un petit vestige de l'homme qui croyait autrefois en l'honneur et la vérité, qui me pousse à parler. Peut-être est-ce pour Ea. Pour qu'un jour elle comprenne pourquoi son père a choisi le silence, choisi de tout quitter, choisi une vie simple plutôt que de continuer à s'élever vers les sommets dont d'autres rêvent. Ou peut-être que je veux juste comprendre pourquoi moi-même. Je suis né à Washington DC dans une demeure si vaste que chacun de mes pas, enfant, résonnait comme si je traversais un musée. Mon père, le sénateur Raymond Whittaker, était un homme que le monde entier connaissait grâce à ses discours télévisés, ses poignées de main au chef d'État et ses sourires parfaitement répétés devant un miroir. Conservateur, dur, il plaçait toujours l'image familiale au-dessus de tout. Pour lui, la famille Whittaker n'était pas qu'un nom. C'était une marque, un symbole de pouvoir et d'honneur. Et moi, le fils aîné, j'étais censé préserver cette image. Mon enfance ne se résumait pas à courir dans les champs ou à grimper aux arbres avec des amis. Au contraire, j'ai grandi au milieu de dîners fastueux où je devais porter un costume dès l'âge de 6 ans. J'ai appris à bien serrer la main et à sourire même lorsque je ne comprenais pas ce que disaient les adultes. Ma mère, une femme douce qui a toujours vécu dans l'ombre de mon père, essayait de compenser par des câlins et des histoires avant de dormir. Mais même elle ne pouvait me protéger des règles sévères de mon père. Graham, disait-il d'une voix basse et tranchante comme une lame. Tu es un Whittaker. Tu n'as pas le droit à l'échec. Tu n'as pas le droit à la faiblesse. J'avais un frère cadet, Colin, de 3 ans mon cadet. Colin était le fils aux yeux de nos parents, surtout de nos pères. Alors que je subissais la pression d'exceller dans les études, le sport et de maintenir une image irréprochable, Colin, lui, avait droit à sa liberté. Il étudiait l'art, peignait, jouait du piano et menait une vie dont je ne pouvais que rêver. Journée commençait à 5 heures du matin, lorsque le son strident du réveil retentissait, comme un avertissement, pas de place pour la faiblesse. Nous avons couru 16 kilomètres dans l'air raréfié des hautes plaines, le souffle embué par l'aube glaciale. Viennent ensuite les cours d'aérodynamique, de mathématiques, de tactique de combat aérien et les conférences d'histoire militaire que j'ai mémorisées mot pour mot. Mais le plus dur n'était ni les examens ni l'entraînement physique. C'était le regard de ceux qui m'entouraient. Le fils du sénateur, m'appelait-il dans mon dos, la voix teintée de moquerie. Ils pensaient que j'étais admis grâce au nom Whittaker, à mon père et à ses relations. Ils ignoraient les nuits blanches que je passais à étudier, la sueur et le sang que je versais à l'entraînement pour prouver que j'avais ma place. Je ne les blâmais pas. Dans un endroit comme l'USAFA, où tout le monde rivalisait pour être le meilleur, la suspicion était inévitable. Mais chaque fois que j'entendais ce surnom, je serrais les poings et me disais, tu vas leur montrer. J'étudiais comme si chaque épreuve était une bataille. Je m'entraînais comme si chaque course était ma dernière chance de faire mes preuves. Il y avait des jours où j'étais si épuisé que j'avais envie de m'effondrer sur mon lit de dortoir. Mais l'image de mon grand-père, son sourire ridé et les histoires du ciel me tiraient vers le haut. Je voulais voler, non seulement pour échapper à l'ombre de mon père, mais pour me retrouver. La vie à l'académie était une succession incessante de défis. Il y avait des matins où nous étions sous la pluie, trempés dans nos uniformes, tandis que les instructeurs nous engueulaient pour des infractions mineures, comme des chaussures pas assez cirées.
Il y avait des nuits où j'étais assis à mon bureau, les yeux brûlants de manque de sommeil, peinant à résoudre un problème de dynamique juste pour éviter une mauvaise note. Mais il y avait aussi des moments où tout cela en valait la peine. Comme la première fois où je me suis assis dans un simulateur de vol, serrant le manche à balai tandis que l'écran devant moi affichait un vaste ciel bleu. Même s'il ne s'agissait que d'une simulation, cette sensation faisait battre mon cœur comme si je volais vraiment. Parmi mes camarades de classe, je me suis rapproché de Jake, un grand Texan au sourire facile et à l'allure si particulière. Jake se fichait de savoir de qui j'étais le fils. Pour lui, j'étais juste Graham, le colocataire qui le faisait rire avec ses histoires sur mon grand-père. Tu sais, Whittaker, dit Jake un soir alors que nous mangions tard au mess hall. Je parie que ton grand-père serait fier s'il te voyait maintenant. Ces mots, aussi simples soient-ils, furent comme une bouffée de force. Jake ignorait que les jours où j'avais envie d'abandonner, il était l'une des raisons pour lesquelles je persévérais. Puis j'ai rencontré Rachel. Elle est entrée dans ma vie comme une douce brise au milieu de la tempête de pression et de discipline. Rachel était professeure de psychologie et donnait un cours sur la gestion du stress aux cadets. La première fois que je l'ai vue, elle se tenait devant la classe, vêtue d'un chemisier bleu clair, ses cheveux bruns ondulés soigneusement attachés en arrière, sa voix chaude et vibrante, imposant le silence de la salle. Elle ne nous a pas seulement appris à gérer le stress. Elle a partagé des histoires de pilotes ayant surmonté d'intenses épreuves psychologiques. Dans le ciel, on peut contrôler l'avion, disait-elle, ses yeux verts brillants d'intelligence. Mais si on ne se contrôle pas, on ne décolle jamais. Je ne sais pas quand j'ai commencé à craquer pour elle. Peut-être était-ce le jour où elle m'a demandé de rester après le cours pour parler d'une dissertation que j'avais écrite dans laquelle je décrivais mon grand-père et mon rêve de piloter. Ton histoire est touchante, Graham, dit-elle. Je sentis mon visage rougir, non pas de gêne, mais parce qu'elle me regardait comme si elle voulait sincèrement comprendre. Nous avons commencé à parler davantage, d'abord des cours, puis de la vie, de mes rêves. Rachel avait 2 ans de plus que moi, mais elle ne m'a jamais rabaissé. Au contraire, elle me donnait l'impression que je pouvais conquérir le monde. Nos premiers rendez-vous avaient lieu au réfectoire de l'académie ou sur les sentiers autour du campus. Elle adorait marcher et j'adorais marcher avec elle, l'écouter raconter des histoires sur sa famille dans l'Ohio, son rêve de devenir psychologue pour aider les soldats. Tu sais, me dit-elle un jour, assis sur un rocher surplombant une vallée. Je pense que vous, les pilotes, êtes plus forts qu'on ne le pense, mais parfois, j'ai peur que vous oubliez comment exprimer ce que vous ressentez. J'ai ri, lui disant que les pilotes n'avaient pas le temps pour les émotions. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Et j'ai commencé à m'ouvrir à elle petit à petit. Au bout de 4 ans, j'ai obtenu mon diplôme de l'USAFA, major de ma promotion. J'espérais que cet exploit changerait la perception de mon père à mon égard. Mais lorsque j'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, il m'a simplement dit « Bien. » Et maintenant ? Je n'ai pas répondu. J'étais habitué à ce qu'il ne soit jamais satisfait. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'étape suivante, la formation de pilote de chasse. C'était mon véritable rêve, et je savais que je devrais y consacrer mon temps. Le programme de formation de pilote se déroulait sur une base aérienne au Texas, et c'était plus éprouvant que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Nous avons commencé avec des avions d'entraînement T-38 Talon, des appareils petits mais rapides comme l'éclair. La première fois que j'ai décollé, la sensation était indescriptible. Le ciel s'est ouvert devant moi, vaste et infini. Et à cet instant, je me suis senti moi-même, pas le fils de qui que ce soit, pas le porteur du nom Whittaker. Mais cette joie avait un prix. Chaque vol était une épreuve. Contrôler la vitesse, l'altitude, l'angle et soi-même. Une seule erreur pouvait coûter la vie. L'entraînement à la survie était la partie la plus difficile. Nous avons été largués dans la nature sauvage, sans nourriture, sans eau, juste un couteau et une boussole. J'ai appris à construire une chasse au feu et à supporter un froid glacial. Il y avait des nuits où je restais recroquevillé sous un arbre, affamé et épuisé, me demandant si j'aurais la force de continuer. Mais alors je pensais à mon grand-père, à ses histoires de survie après avoir été abattu. Petit-fils, disait-il, le ciel n'est jamais facile à conquérir, mais il t'apprendra à être plus fort. Et je suis devenu plus fort. Rachel était ma lumière à cette époque. Elle a déménagé au Texas pour travailler dans un centre de recherche psychologique près de la base et nous avons commencé à vivre ensemble dans un petit appartement. Après l'entraînement, je rentrais chez elle et elle avait toujours le don de me faire oublier le stress.
Nous nous allongions sur le canapé, mangions une pizza, regardions de vieux films et parlions de l'avenir. Tu piloteras un F-15 un jour. J'en suis sûr, disait-elle, et je riais en la serrant contre moi. Tant que tu es là, je peux voler n'importe où. Elle est tombée enceinte d'Isla en dernière année de formation. Quand elle me l'a annoncé, je me suis affalé sur une chaise, n'en croyant pas mes oreilles. Un bébé, ai-je marmonné et elle a ri, les larmes aux yeux. Notre bébé Graham. Je l'ai serré fort dans mes bras, comme si le monde entier était entre mes bras. Mais à la joie s'ajoutait la peur. Un père? Moi qui ai grandi à l'ombre d'un père froid. Pourrais-je faire mieux? Rachel m'a pris la main et m'a murmuré, tu seras un père formidable. J'en suis sûr. Après la formation, j'ai été sélectionné pour piloter le F-15 Strike Eagle, l'un des avions de chasse les plus puissants au monde. Le jour de ma première affectation sur une base en Arizona, j'ai eu l'impression d'avoir atteint mon rêve. Mais en regardant Rachel, dont le ventre grossissait à vue d'œil, j'ai su que ce rêve n'était plus seulement le mien. Je devais voler, non seulement pour moi, mais aussi pour elle, pour l'enfant qui allait naître et pour les promesses que je m'étais faites. Mon père n'a pas assisté à la cérémonie d'affectation. Il m'a envoyé un bref et froid télégramme de félicitations. Ma mère m'a appelé, la voix étranglée par l'émotion. Je suis fier de toi, Graham. Mais je savais qu'elle ne pouvait pas venir, car mon père ne le permettrait pas. Colin fut le seul à se présenter avec un bouquet de fleurs et une accolade maladroite. Tu as réussi, Graham, a-t-il dit, et j'ai souri en lui tapotant l'épaule. Mais dans le regard de Colin, j'ai aperçu une lueur d'envie, une petite fissure que je refusais de croire. Devenir pilote de chasse ne se résumait pas au vol. C'était un combat contre moi-même, contre mes attentes et contre des peurs que je n'osais pas admettre. Chaque décollage comportait le risque de ne pas revenir. Mais j'ai quand même volé, car c'était ainsi que je prouvais que j'étais plus que le fils du sénateur Whittaker. J'étais Graham Whittaker, un pilote, un homme, et bientôt un père. Mais au fond de moi, je sentais les fissures se creuser dans ma famille et en moi-même. Et j'ignorais que dans les années à venir, tout ce que j'avais construit s'effondrerait comme un avion tombé du ciel. Rachel a donné naissance à Ea par un après-midi de printemps en Arizona, alors que la lumière dorée filtrait par la fenêtre de l'hôpital, illuminant la pièce comme si le monde entier accueillait notre fille. Je me tenais aux côtés de Rachel, serrant sa main à chaque contraction. Et lorsque le premier cri d'Ea a résonné dans la pièce, j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Elle était minuscule, avec les yeux verts de sa mère et une touffe de doux cheveux noirs parfaitement blottis dans mes bras. Isa, murmura Rachel, épuisée, mais rayonnante de joie. On l'appellera Isa. J'acquiesçai, muette, la regardant et réfléchissant. C'était la chose la plus miraculeuse que j'ai jamais vue. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir vraiment une famille. Pas la froide et stricte famille Whittaker, mais ma propre petite famille chaleureuse et pleine d'amour. Nous nous sommes mariés peu après, lors d'une cérémonie simple, dans le jardin de notre maison de location en Arizona. Rachel portait une robe blanche simple, les cheveux détachés, un sourire plus éclatant que le soleil. Je me tenais devant elle, dans mon uniforme de l'armée de l'air, me sentant comme l'homme le plus chanceux du monde. Ma mère arriva, me serrant fort dans ses bras et pleurant en voyant Esa dans les bras de Rachel. Mon père ne vint pas. Il était occupé par une réunion à Washington, mais envoya une carte avec un mot bref. Félicitations. À l'honneur. Je jetai la carte à la poubelle. Colin arriva, apportant un tableau de Rachel et moi sous un ciel étoilé. Grand-mère, j'espère. Tu es heureux, dit-il. Je le serrai dans mes bras, essayant de ne pas ressasser la lueur d'envie que j'avais aperçue dans ses yeux l'année précédente. Les premières années de notre mariage furent les plus belles de ma vie. Rachel et moi vivions dans une petite maison à la périphérie de la base aérienne, nous réveillant le matin en étant présents l'un l'autre. Le rire d'Isa résonnait dans les pièces et les soirées sur la véranda à admirer le coucher de soleil sur les montagnes. J'ai continué à voler, pilotant le F-15 Strike Eagle pour des missions de bombardement, des escortes ou des exercices internationaux. Chaque vol était un défi, avec les forces gravitationnelles qui m'écrasaient le corps, le rugissement des moteurs et la pression d'être impeccable dans chaque manœuvre. Mais rentrer à la maison, auprès de Rachel et Esa, valait la peine. Rachel travaillait toujours au centre de recherche psychologique et, malgré son emploi du temps chargé, elle prenait toujours du temps pour moi et Ea. Tu es le pilote, mais c'est moi qui maintiens cette famille en vol. Je la taquinais, et elle riait en me serrant dans ses bras.
Mais la vie de pilote n'a jamais été facile. Les longs déploiements, parfois de plusieurs mois, voire de plusieurs trimestres, sont devenus monnaie courante. J'ai été envoyé sur des bases à l'étranger, au Japon, en Allemagne, au Moyen-Orient, pour des exercices ou des opérations de soutien. À chaque départ, je serrais Ea fort dans mes bras, lui promettant de lui apporter un cadeau de la part de ma destination. Je reviens bientôt, d'accord, disais-je en caressant ses cheveux doux. Isa hochait la tête, mais ses grands yeux ronds me faisaient toujours mal. Rachel souriait, m'embrassait et me disait, vole prudemment, Graham. On t'attend. Mais je savais que derrière ce sourire, elle luttait contre la solitude. Pendant ces mois d'absence, j'ai vécu dans des dortoirs exigus aux murs gris et au tic-tac d'une horloge qui me rappelait que le temps filait sans ma famille. J'appelais Rachel dès que possible, mais le signal dans les bases éloignées était souvent instable, et sa voix au téléphone me semblait toujours un peu distante. Je venais de faire ses premiers pas, tu sais, m'a-t-elle dit lors d'un appel. J'ai ri, mais j'avais mal au cœur de ne pas être là pour le voir. J'ai envoyé des cadeaux à la maison, une poupée japonaise, un bracelet d'Allemagne. Mais ces cadeaux ne compensaient pas les moments manqués. Quand Théa avait 3 ans, ma mère a commencé à venir régulièrement en Arizona pour aider Rachel avec elle. Elle restait des semaines à cuisiner, à jouer avec Ella et à tenir compagnie à Rachel pendant mon absence. Elle est comme toi quand tu étais petit, Graham, m'a dit ma mère au téléphone, là. Voix pleine d'amour. Elle est forte, mais elle a besoin de son père. Ces mots lui font mal. Je voulais être là, être le père dont Isa avait besoin, mais mon travail ne me le permettait pas. À chaque décollage, je me disais que je faisais ça pour ma famille, mais à chaque atterrissage, j'avais l'impression de les laisser derrière moi. À 5 ans, j'ai commencé à remarquer de petits changements chez Rachel. Elle m'aimait toujours. J'en étais certain. Mais certains jours, elle devenait plus silencieuse, son regard distant quand je parlais de mes vols. Elle se maquillait davantage, avec du rouge à lèvres rouge et un parfum cher qu'elle utilisait rarement auparavant. Je veux juste me sentir moi-même, a-t-elle dit quand je l'ai demandé, et j'ai hoché la tête, me rassurant que c'était juste sa façon de gérer la solitude. J'ai aussi remarqué qu'elle ne se plaignait plus de mes longs déploiements comme avant. Au lieu de cela, elle souriait et disait, « Fais ton travail. » Je vais bien. Je voulais la croire que tout allait bien, mais quelque chose dans sa voix me troublait. Isa, quant à elle, était devenue la lumière de ma vie. Elle était intelligente, curieuse et ne cessait de me poser des questions sur le ciel. « À quelle hauteur voles-tu, papa ? Vois-tu des anges ? » demandait-elle. Et je riais, la prenais dans mes bras et lui racontais des histoires de nuages et d'étoiles. Je lui apprenais à plier des avions en papier et nous nous asseyions sur l'herbe du jardin pour les regarder s'envoler dans la brise. Ces moments étaient mon remède, m'aidant à surmonter le stress du travail, le poids des décollages et la conscience silencieuse que je ne reviendrai peut-être pas. La famille Whittaker à Washington est restée présente dans ma vie, même si j'essayais de garder mes distances. Mon père a commencé à reconnaître mes réussites, surtout lorsque j'ai été promu et que j'ai reçu une médaille pour une mission au Moyen-Orient. « Bravo, Graham », m'a-t-il dit lors d'un rare appel téléphonique, la voix toujours froide, mais teintée d'approbation. « Tu fais honneur à la nom Whittaker. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris l'avion pour le nom Whittaker, mais pour moi, pour Rachel et Ea, mais je savais qu'ils ne le comprendraient jamais. Colin, mon frère, avait changé aussi. Il gardait toujours contact, mais ses appels étaient devenus moins fréquents. Lors de ma visite à Washington, j'ai remarqué qu'il était plus distant, moins ouvert sur lui-même. Il était devenu un artiste à succès, avec des expositions à New York et Chicago. Mais chaque fois que je parlais de mon travail, de mes vols, je voyais son regard s'assombrir, comme s'il enviait ce que j'avais accompli. « Tu es toujours le héros, hein ?» a-t-il plaisanté une fois, mais son sourire n'était pas sincère. J'ai essayé de ne pas m'y attarder, mais le fossé entre nous est devenu plus évident. Quand Isla a eu 8 ans, j'ai commencé à sentir la fragilité de ma petite famille. Rachel m'aimait toujours. J'en étais sûr. Mais elle était moins ouverte sur ses sentiments, et ses câlins étaient moins forts qu'avant. Elle a commencé à sortir davantage, à s'inscrire à des clubs de lecture ou à rencontrer des amis. Je ne savais pas. J'ai besoin d'une vie à moi, Graham, dit-elle. Et j'ai hoché la tête, même si j'avais le cœur lourd. Je me disais qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle avait tant sacrifié pour être avec moi. Mais chaque fois que je la voyais se maquiller devant le miroir,
avec du rouge à lèvres rouges et ce parfum intense, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose était en train de changer, que je la perdais sans savoir pourquoi. Esler restait le lien qui nous unissait. Elle grandissait vite, avec ses questions lumineuses et son sourire qui me faisait fondre. Je lui prenais du temps chaque fois que j'étais à la maison, l'emmenant au parc, lui apprenant à faire du vélo et lui racontant des histoires sur mon grand-père. Mais chaque fois que je partais en mission, je voyais de la tristesse dans ses yeux, comme si elle craignait que je ne revienne pas. Je lui avais promis, ma chérie, lui disais-je en l'embrassant sur le front. Mais au fond, je savais que mes promesses ne suffisaient jamais. Un soir, avant mon départ pour une mission de 4 mois à Gam, Rachel et moi étions assises sur le canapé, Isla endormie dans sa chambre. Je lui ai tenu la main, essayant de retrouver la proximité qui s'était lentement estompée. « Ça va, Rachel ?» ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé et m'a souri, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je vais bien, Graham. Je suis juste fatigué. » Ne t'inquiète pas, j'aurais voulu insister pour comprendre ce qu'elle ne disait pas, mais mon téléphone a sonné. Un appel de la base concernant la mission. Je l'ai embrassé, serré fort dans mes bras et suis sorti, ignorant que c'était la dernière fois que je partirais avec la certitude que ma famille était encore au complet. Les mois à Gam se sont écoulés dans un tourbillon de stress et de solitude. La mission était particulièrement éprouvante, avec de longs vols de nuit et des briefings tactiques interminables. J'appelais chez moi dès que je pouvais, mais Rachel était de plus en plus difficile à joindre. Elle est occupée avec Isa, me suis-je dit, mais le malaise grandissait dans mon cœur. Lors d'un appel vidéo, Isa a mentionné qu'oncle Colin était venu lui rendre visite et qu'elle adorait peindre avec lui. Oncle Colin vient souvent. J'ai demandé d'une voix posée. Isa a hoché la tête avec un sourire radieux. Oui, il vient souvent quand tu n'es pas à la maison. J'ai souri en retour, mais mon cœur s'est serré. Colin, pourquoi venait-il si souvent? J'ai essayé de repousser cette pensée, me disant que je me faisais des idées. Colin était mon frère. Rachel était ma femme. Ils s'entraidaient simplement pendant mon absence. Mais lorsque mon avion a atterri en Arizona une semaine plus tôt que prévu, après 4 mois, je n'aurais jamais pu imaginer que j'allais affronter la plus cruelle vérité de ma vie. Le camion qui m'emmenait de la base roulait sur la route familière menant à la paisible banlieue azuréenne. Le coucher de soleil rouge flamboyant s'étendait sur les montagnes et j'étais assis à l'arrière, serrant mon sac, plein d'impatience. Je n'avais pas dit à Rachel que je rentrais. Je voulais lui faire une surprise, à elle et à Ea. 4 mois à Gam, avec des vols de nuit épuisants et un sommeil agité, m'avaient donné envie de rentrer. J'imaginais Ea me sauter dans les bras, Rachel souriante et me serrant dans ses bras. J'avais acheté une petite poupée en bois pour Ella sur un marché de Gam et un collier en argent raffiné pour Rachel. J'aurais voulu lui dire que j'étais désolé, que j'essaierais de rester plus souvent à la maison, que je ne la laisserais plus seule. Mais lorsque le camion s'est arrêté devant notre petite maison, quelque chose m'a fait réfléchir. La maison était étrangement silencieuse, sans la douce lueur de la fenêtre du salon qui m'accueillait habituellement. Je suis sorti, me suis arrêté à la porte, mon sac sur l'épaule. Le malaise causé par mes appels avec Isa au sujet des visites fréquentes de Colin a refait surface, mais je l'ai repoussé. Je réfléchis trop, me suis-je dit en glissant la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte doucement en grinçant, et je suis entré. Moi, Rachel, ai-je crié, ma voix résonnant dans l'air immobile. Aucune réponse. J'ai posé mon sac et regardé autour de moi. Le salon était inchangé. Le canapé usé, le tableau de Collins au mur, les jouets d'Isa éparpillés sur le sol. Mais quelque chose clochait. Un parfum étrange, pas celui de Rachel, flottait dans l'air. Mon cœur battait plus vite, mais j'essayais de rester calme. Peut-être que Rachel avait emmené Isla quelque part. Peut-être qu'elle reviendrait bientôt. Puis j'entendis des pas légers dans le couloir. Isa apparut, vêtue du pyjama à motif d'avion que je lui avais acheté l'année dernière. Ses yeux verts s'illuminèrent en me voyant. « Papa » cria-t-elle en courant vers moi, ses petits bras serrés autour de mes jambes. Je me suis agenouillé, je l'ai serré dans mes bras, la chaleur m'envahissant la poitrine. « Tu m'as manqué, papa » dit-elle d'une voix gazouillante. Puis elle leva les yeux, soudain anxieuse. « Papa, cache-toi sous le lit. Maman revient bientôt. » Je fronçai les sourcils, perplexe. « Quoi, ma puce? Pourquoi me cacherais-je de maman ?» Je ris en lui ébouriffant les cheveux, pensant que c'était un jeu d'enfant.
Mais Isla me serra la main, la voix tremblante. S'il te plaît, papa. Maman, elle ne veut pas de toi ici maintenant. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Je l'ai regardé dans les yeux, j'y ai vu la panique et, pour la première fois, j'ai ressenti une peur indicible. D'accord, dis-je d'une voix posée malgré mon cœur battant la chamade. Je vais le faire. Je ne savais pas pourquoi j'avais accepté. Peut-être était-ce dû au regard d'Isa, à la façon dont elle serrait ma main comme pour me supplier. Je rampais jusqu'au sol, me faufilant dans l'espace exigu sous la chambre principale, me sentant à la fois ridicule et mal à l'aise. L'odeur du vieux bois et de la poussière emplissait mes narines, et je restais allongé dans le noir, me demandant ce que je faisais. Quelques minutes plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Les talons hauts de Rachel claquèrent sur le parquet, accompagnés d'une autre voix. La voix basse et familière d'un homme. Mon cœur s'arrêta. Je ne voulais pas y croire, mais cette voix, avec sa cadence si particulière, était indubitable. C'était Colin, mon frère. Ils entrèrent dans la chambre, le rire doux de Rachel me transperçant comme un couteau. « Tu es sûr qu'Isadore ?» demanda Colin, la voix teintée d'inquiétude. « Ouais, elle est sortie », répondit Rachel, la voix basse. Un ton plus doux que d'habitude. La porte se referma dans un bruit sec et mon sang se glaça. J'étais allongé sous le lit, le souffle court, le corps tremblant de colère et de honte. Je les entendais parler, murmurer des mots que je ne voulais pas comprendre, mais chacun d'eux s'était gravé dans mon esprit. « Tu m'as manqué, Rachel » dit Colin, et j'entendis le froissement du tissu comme s'ils s'embrassaient. Rachel rit, un son que j'aimais autrefois, maintenant tranchant comme une lame. « Tu sais toujours me faire rire, Colin » répondit-elle, et mon cœur se brisa. J'avais envie de ramper dehors, de frapper à la porte, de crier pour une explication. Je repensais à la hache dans le jardin. Je pourrais la saisir, enfoncer la porte, les affronter. La rage me brûlait comme une traînée de poudre, mais je jetai un coup d'œil à Ea, debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés de peur. Elle ne dit rien, se contentant de me regarder, et je sus que je ne pouvais pas. Pas devant Ella. Pas quand elle était aussi effrayée. Je me suis extirpé de sous le lit, le corps lourd comme du plomb. Je me suis levé, j'ai pris la main d'Isa et j'ai murmuré, « Viens, ma chérie. Allons dehors. » Elle a hoché la tête, serrant ma main fermement, et nous sommes sortis de la pièce, de la maison. En entrant dans le jardin, j'ai vu la voiture de Colin garée devant, la Mustang verte dont il était si fier. Je l'ai fixée du regard, et tout est devenu clair. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison de la part de la femme que j'aimais et du frère en qui j'avais confiance. J'ai hélé un taxi, déterminé à emmener Isla chez mes parents à Georgetown. Je ne voulais pas qu'elle reste dans cette maison une seconde de plus. Maman est en colère contre moi, papa, a demandé Isa d'une voix toute petite, alors que nous étions assis dans le taxi. Je me suis tourné vers elle, la douleur me déchirant la poitrine. Non, ma chérie, ai-je dit d'une voix calme. Maman n'est pas en colère contre toi. Elle est perdue. On trouvera bien. D'accord. Isla hocha la tête, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas. Moi non plus. En chemin, je lui ai demandé aussi doucement que possible. Isa, est-ce que tonton Colin vient souvent à la maison? Elle hocha la tête en regardant par la fenêtre. Oui, pendant longtemps, genre 2 ans. Maman m'a dit de rester dans ma chambre et de fermer la porte quand il arrivait. Elle a dit, si je te le disais, elle me mettrait dehors. Sa voix tremblait et mon sang bouillait. 2 ans. 2 ans, ils m'ont caché ça, ils m'ont trahi chez moi. Pire encore, ils ont fait vivre Ella, ma fille de 8 ans, dans la peur. J'agrippais le volant, luttant pour contenir ma colère. Tu n'as rien fait de mal, Isla, dis-je d'une voix étranglée. Je suis fier de toi pour ton courage et pour m'avoir parlé. Je te protégerai. D'accord. Essea hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. J'aurais voulu la serrer dans mes bras pour lui dire que tout irait bien, mais je savais que c'était un mensonge. Rien n'allait. Arrivé à la maison familiale à Georgetown, ma mère a ouvert la porte, les yeux emplis d'inquiétude. Graham, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu amené Isa ici au milieu de la nuit? Je lui ai tout raconté, chaque mot me blessant. Elle a serré Isla dans ses bras, l'a emmenée dans mon ancienne chambre, puis s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux.
Je suis tellement désolé, Graham, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas que c'était allé aussi loin. Mon père est entré dans le salon, toujours en costume impeccable malgré l'heure tardive. Je lui ai tout raconté, sans filtre, la voix tremblante de rage. Colin et Rachel, ai-je dit. Ils font ça dans mon dos, chez moi, depuis 2 ans. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux de prendre ma défense, mais il m'a simplement regardé, le regard froid comme la pierre. Tu es sûr, Graham? A-t-il demandé d'une voix neutre. Tu as des preuves. Preuves. J'ai crié, incapable de se retenir. Je les ai entendues, papa. Isa m'a tout dit. Elle est terrifiée parce que Rachel a menacé de la expulser. Mais mon père n'a pas tressailli. Il s'assit, tapotant ses doigts sur la coudoir, puis dit, vous êtes un officier de l'Air Force, Graham. Vous savez ce que l'ordre et l'honneur signifient. Si vous rendez cela public, vous ne faites pas simplement traîner Colin vers le bas. Vous me traînez. Tout le nom de Whittaker. Je l'ai regardé, stupéfait. Que dites-vous? Votre fils a été trahi. Votre petite-fille a été menacée, et tout ce qui vous intéresse est votre réputation? Il n'a pas répondu immédiatement. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dans l'obscurité. Gérez-le tranquillement, dit-il, sa voix nette et froide. Divorcez discrètement. Pas de presse, pas d'enquête. Ne laissez pas les militaires. Comprenez? J'ai ri. Un son amer. Je comprends, papa. Je comprends que vous ne vous souciez jamais de moi, seulement le nom de Whittaker. Je me suis retourné et je suis sorti, le laissant debout dans le manoir froid que j'ai appelé une fois à la maison. Je suis retourné en Arizona cette nuit-là, laissant Isla avec ma mère. J'avais besoin de faire face à Rachel et Colin, mais je savais que je devais rester calme. Je ne voulais pas blesser davantage Isa. Quand je suis entré dans la maison, Rachel était sur le canapé, les yeux rouges. Elle se leva quand elle m'a vu, sa voix tremblante. Graham, quand êtes-vous revenu? Pourquoi n'avez-vous pas appelé? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, la femme que j'adorais plus que tout, maintenant étranger. Colin, dis-je, ma voix étrangement calme. Depuis combien de temps est-il ici, Rachel? Elle ouvrit la bouche, commença à parler, puis se tut, regardant vers le bas. Graham, je suis désolé, elle a chuchoté. Ce n'est pas ce que vous pensez. J'étais seul. Tu étais toujours parti. Et Colin, il était ici. Il m'a écouté. Chaque mot était un couteau, mais je ne l'ai pas laissé voir ma douleur. Et Isa, j'ai demandé, tu l'as menacée, Rachel. Tu as menacé de la expulser. Tu penses que ça va? Rachel a sangloté, s'effondré ses genoux devant moi. Je ne voulais pas, Graham. J'ai peur qu'elle vous dise. Moi, je ne suis pas entendu plus longtemps. Jamais approché Isla encore une fois. J'ai poussé l'anneau vers lui avec la note que j'avais écrite la nuit précédente. Si vous voulez la garder, faites-le de vos propres mains et vos propres moyens. Colin a regardé l'anneau, puis sur moi, des larmes dans ses yeux. Je suis désolé, Graham, a-t-il dit. A demandé un transfert de fuite à un rôle d'instructeur de simulation. Jour d'automne net lorsque les feuilles d'or sont tombées doucement le long de la route comme s'il ouvrait la voie à un nouveau début. J'ai choisi une petite maison à la périphérie, nichée au pied des montagnes rocheuses avec des murs en bois rustique, une vieille cheminée et une grande fenêtre donnant sur les pics lointains. La maison n'était pas luxueuse. Pas de peinture coûteuse ou de meubles somptueux comme le manoir de mes parents à Georgetown. Mais pour moi, c'était un endroit pour guérir. Un endroit pour Isla de grandir librement des ombres de souvenirs douloureux. Ces premiers jours n'étaient pas faciles. Chaque matin, je me suis réveillé avec un vide dans ma poitrine, comme si une partie de moi avait été déchirée lorsque j'ai quitté l'Arizona. J'ai quitté Rachel et Colin quittaient le ciel que j'aimais autrefois. Je n'étais plus un pilote de chasse, ne guidant plus un aigle de frappe F-15 à travers les nuages. Au lieu de cela, j'ai demandé un transfert pour devenir instructeur de simulateur à la United States Air Force Academy, USAFA, où mon rêve avait d'abord pris racine. Abandonner le ciel a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Mais chaque fois que je regardais Ea avec ses yeux verts brillants et son sourire innocent, je savais que c'était le droit. Elle avait besoin de moi et je ne la laisserais pas supporter plus de douleur. Isa, bien que 8 ans, était plus perspicace que je ne le pensais.
Elle n'a pas beaucoup parlé de Rachel, mais je savais qu'elle portait des cicatrices qu'aucun enfant ne devrait supporter. Papa, maman viendra-t-elle me rendre visite? Elle a demandé un soir alors que nous nous asseyions à un dîner de pâtes que j'avais maladroitement cuisiné. Je m'arrêtai, posant ma fourchette, cherchant des mots qui ne lui feraient pas de mal. Maman, elle est ailleurs en ce moment, ma chérie, dis-je doucement. Mais je suis là et je serai toujours là pour toi. Isa hocha la tête, ses yeux fixés sur son assiette, et je savais qu'elle cachait sa tristesse. Je me tenais, je l'ai tirée dans mes bras et la tenais fermement, murmurant « Je t'aime, Isla », plus que je me suis informé. J'ai commencé à construire une nouvelle vie pour les deux. Chose. Comment plier les avions en papier, attacher correctement ses chaussures, identifier les étoiles dans le ciel nocturne. Nous avons jardiné ensemble, plantant des marguerites qu'elle aimait, bien que j'ai souvent renversé le sol ou les ai débordées. Papa, tu es un pilote, mais je ne peux pas faire pousser des plantes. Elle gloussa et j'ai fait semblant d'être ennuyé, la ramassant et la faisant tourner. Son rire résonna dans la cour, se mêlant à la brise de la montagne, et j'ai senti mon cœur s'éclaircir comme si les morceaux de moi se réunissaient lentement. Le soir, nous nous sommes assis sur le porche manger des biscuits et regarder le coucher du soleil sur les montagnes. Isa aimait entendre des histoires sur mon grand-père sur ses vols de la Seconde Guerre mondiale, comment il a survécu à être abattu. Papa, as-tu déjà fait peur quand tu as volé, demanda-t-elle, ses yeux brillants sous le clair de lune. J'ai souri, brossant ses cheveux. Oui, ma chérie, mais j'ai appris que la peur n'est pas une mauvaise chose. Ce qui compte, c'est le surmonter, et tu le fais pour les gens que tu aimes. Elle hocha la tête comme si elle comprenait. Et j'espérais un jour qu'elle grandirait avec la force qui me manquait quand j'étais enfant. Mon travail chez Yusafa était un nouveau défi, mais aussi un moyen de redécouvrir le sens. Au lieu de m'asseoir dans un cockpit, je me tenais devant de jeunes cadets, chacun portant le même rêve de vol que j'avais autrefois. Je leur ai appris à contrôler un avion dans des simulateurs, à gérer les forces G, à rester calme quand tout est devenu chaotique. Je n'ai pas parlé des médailles que j'avais remportées ou des missions dangereuses que j'avais pilotées. Au lieu de cela, j'ai parlé de patience, de croire en soi et de trouver son propre chemin, même lorsque la vie vous renverse. Les cadets m'ont regardé avec curiosité. Certains ont chuchoté derrière mon dos, se demandant pourquoi un pilote de chasse comme moi a abandonné le ciel. Le major Whittaker a volé F-15. Pourquoi enseigne-t-il maintenant des simulateurs? J'ai entendu un cadet en dire à un autre. Je n'ai pas expliqué. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Mais un jour, un cadet nommé Ryan, un jeune homme blond d'une voix enthousiaste, m'a tendu une lettre manuscrite après les cours. Monsieur, dit-il, hésitant, je voulais juste dire que je vous admire, non pas parce que vous avez volé, mais parce que vous avez choisi de rester pour votre famille. C'est la chose la plus forte. J'ai pris la lettre, ne savant pas quoi dire, hochant la tête et le remerciant. Cette nuit-là, j'ai ouvert la lettre. Les mots désordonnés mais sincères ont parlé de la façon dont Ryan avait entendu des rumeurs à mon sujet, du divorce, de mon silence face au potin et respecté mon sang-froid. Vous nous apprenez non seulement comment voler, mais comment vivre, a-t-il écrit. La lettre m'a étranglé. Je n'avais pas réalisé mon silence, ce que j'avais pensé être de la faiblesse, pouvait inspirer les autres. Après cela, plus de lettres provenaient d'autres cadets qui m'appellent le professeur Calme. Ils ne connaissaient pas l'histoire complète, mais ils ont senti quelque chose dans la façon dont je me suis porté, et c'était suffisant pour me faire avancer. Isa aimait me rejoindre à l'USAFA le week-end. Elle coulait autour du campus, regardant les avions d'entraînement garés sur le tarmac avec curiosité. Une fois que je l'ai emmenée dans la salle du simulateur, la laissant s'asseoir sur le siège pilote et saisir le bâton de commande. « Papa, c'est comme la vraie chose ?» demanda-t-elle, ses yeux scintillant alors que l'écran montrait un vaste ciel bleu. J'ai ri, ajustant le petit casque de vol sur la tête. « Close, chérie, mais la vraie chose est dans le ciel, et je ne suis pas encore prêt à voler. » Isa gloussa, faisant semblant de pousser le bâton, et je me tenais là à la regarder, mon cœur plus chaud que jamais. À ce moment-là, je n'étais pas pilote, n'étais pas le fils du sénateur Whittaker. J'étais le père d'Isa, et c'était ce qui importait le plus. J'ai commencé à enseigner à Isla Indépendance, pas pour la faire grandir trop vite, mais pour la rendre forte et déposée sur personne. Je lui ai montré comment cuisiner des repas simples, bien que nourrions souvent lorsque nous avons brûlé les œufs et comment réparer les petites choses autour de la maison, comme changer une ampoule ou serrer une vis lâche. Papa,
vais-je être un pilote comme toi? Demanda-t-elle une nuit alors que nous nous asseyions sur le porche, étouffant. J'ai souri, caressant ses cheveux. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais quoi que vous choisissiez, je veux juste que vous soyez heureux. Rachel et Colin étaient des noms auxquels j'ai essayé de ne pas penser, mais ils s'attardaient comme des ombres dans mon esprit. Rachel a appelé plusieurs fois, laissant de longs messages vocaux, s'excusant et mendiant le pardon. Graham, j'avais tort. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il vous plaît, parlez-moi, dit-elle d'un seul, sa voix se brise. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je la détestais, mais parce que je n'avais plus de force pour revenir en arrière. Chaque fois que j'entendais sa voix, j'ai vu Ea debout dans l'embrasure de la porte, les yeux remplis de peur alors qu'elle parlait de sa mère. Je ne pouvais pas pardonner ça. Colin n'a jamais tendu la main et je ne voulais pas qu'il le fasse. Ma mère m'a dit qu'il avait déménagé à New York, poursuivant sa carrière artistique, et Rachel était allée avec lui. Je ne savais pas s'ils étaient ensemble et je ne voulais pas savoir. J'avais quitté ma bague de mariage avec Colin, non pas parce que je voulais qu'il l'avait, mais pour rompre tous les liens avec le passé. Mon père a appelé une fois des mois après m'être installé à Colorado Springs. Tu l'as bien géré, Graham, dit-il, sa voix froide. Garder le silence était la bonne décision. J'ai raccroché sans répondre. Je n'avais pas besoin de son approbation. J'ai tout fait pour Ea, pas le nom de Whittaker. Au fil du temps, j'ai trouvé la paix dans ma nouvelle vie. Je ne rêvais plus de vol ou ressentais de la douleur en entendant le rugissement éloigné des moteurs. Au lieu de cela, j'ai trouvé de la joie dans des choses simples. Isla, mais de nos promenades à vélo, les lettres des cadets. Rire si fort que la maison a écrit. Ce moment, je savais que j'avais trouvé un nouveau sens, pas dans le ciel, mais ici avec Ea. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Certaines nuits, je mens toujours éveillé en pensant à ce que j'ai perdu. Mais ensuite j'entends la respiration régulière de l'Islande et je sais que je n'ai plus besoin de voler. J'ai atterri. Non pas parce que je me suis écrasé, mais parce que j'ai choisi de rester. Pour Isa, pour moi. La petite maison de Colorado Springs n'est pas une fin. C'est un début où j'apprends à vivre à nouveau. Être père, enseignant et un homme qui n'est plus lié par le passé. Le temps à Colorado Springs est passé comme des brises douces à travers les montagnes rocheuses, portant une tranquillité tranquille que je n'aurais jamais pensé retrouver. Isa est passée tous les jours d'un enfant de 8 ans timide en un enfant confiant de 10 ans avec un sourire radieux et des questions sans fin sur le monde. Elle aimait toujours les avions en papier pliant, écoutant mes histoires sur mon grand-père et courir autour du campus de l'USFA où j'ai enseigné aux jeunes cadets pour conquérir le ciel. Mais surtout, elle a été la raison pour laquelle je me suis réveillé chaque matin. La flamme qui m'a réchauffé le cœur les jours les plus froids. Notre vie n'était pas glamour, mais c'était suffisant. Notre petite maison était remplie de traces de nous. Les dessins d'Isa collés sur les murs, les marguerites fleuries dans la cour et une petite étagère remplie de livres d'aventures que nous lisons ensemble chaque nuit. Je n'étais plus un pilote de chasse, plus le fils du sénateur Whittaker, plus le mari de Rachel. J'étais juste Graham, le père d'Isa, et c'était le seul titre dont j'avais besoin. Un samedi matin, l'école d'Isla a organisé une journée en famille et elle a insisté pour que je vienne. « Papa, tu dois y aller, dit-elle, tirant ma main, ses yeux verts brillants scintillants. J'ai ri, la laissant me traîner hors de la maison, même si je n'aimais pas les événements bondés. Après tout ce qui s'est passé, j'ai préféré le calme de notre maison. Mais pour Isla, je ferais n'importe quoi. L'école d'Isa était dans le centre de Colorado Springs, un bâtiment bas avec une aire de jeu colorée et bienvenue, les bannières se sont enfouies partout. Les familles se sont rassemblées sur la pelouse, les enfants ont couru et l'odeur des produits de boulangerie a rempli l'air. Isa m'a tiré d'un endroit à l'autre, me présentant à ses amis et professeurs, sa voix gazouillante comme un petit oiseau. « C'est mon père, dit-elle, tenant la tête haute. » Et mon cœur s'est réchauffé à la fierté de sa voix. Sur un stand, un jeune enseignant, Mademoiselle Miller, a organisé une activité où les élèves partageaient sur leur famille. Isa s'est portée volontaire, tenant un petit morceau de papier sur lequel elle avait écrit. Je me suis assis dans la rangée arrière, un peu nerveuse, sans savoir ce qu'elle dirait. Mademoiselle Miller a souri et a demandé, « Isa, pouvez-vous nous parler de votre père? Que fait-il » Isa se tenait debout, ses cheveux bruns attachés haut, se balançant dans la brise, sa voix claire et confiante. Mon père enseigne aux gens comment voler, mais il avait vraiment l'habitude de voler très loin. Ensuite, il est revenu,
non parce qu'il s'est écrasé, mais parce qu'il voulait vivre avec moi. Saoulé, a percé mon cœur comme une flèche. Très bien. L'étreint et chuchota, le meilleur du monde, chérie. Cette nuit-là, avec Esséa endormi dans sa chambre, je me suis assis sur le porche en regardant le ciel rempli d'étoiles. L'air nocturne était froid, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai pensé à mon voyage. Du garçon sous l'ombre de mon père au pilote de chasse planant à travers les nuages à l'homme trahi par ceux que j'aime le plus. J'ai pensé à Rachel, Colin, mon père. Et pour la première fois, je ne ressentais aucune douleur. Ils faisaient partie de mon passé, mais ils ne m'ont plus défini. Plus maintenant. J'ai ouvert mon journal et écrit une seule ligne. Ella a dit que je suis revenu vivre avec elle. Et elle a raison. J'ai fermé le cahier, regardé les étoiles. Je pensais une fois que le ciel était là où j'appartenais, où j'étais le plus libre. Mais maintenant, j'ai réalisé que la vraie liberté ne volait pas dans les nuages. C'était ici avec Ea dans cette petite maison vivant une vie simple mais pleine. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère à Georgetown. Elle a écrit qu'elle était fière de moi, qu'elle a vu ma force et comment je me suis soigné pour Ea. Vous avez fait ce que votre père n'a jamais pu. Elle a écrit, vous mettez la famille au-dessus de la réputation. La lettre n'a pas mentionné mon père, Colin ou Rachel, et je savais qu'elle les avait évités pour épargner mes blessures. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans un tiroir et j'ai senti un petit soulagement. Ma mère m'a compris, et c'était suffisant pour continuer. Je n'ai eu aucun contact avec Rachel ou Colin. J'ai entendu dire qu'ils étaient à New York, que Colin avait une exposition d'art réussie, et Rachel a travaillé dans un centre de psychologie. Je ne savais pas s'ils étaient toujours ensemble et je m'en fichais. J'avais quitté ma bague de mariage avec Colin, couvrant chaque cravate avec le passé. Mon père n'a plus jamais appelé et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Il vivait dans son monde de réputation et de pouvoir, mais ce n'était plus mon monde. Un jour pendant un cours à Yusafa, un cadet a demandé, « Monsieur, vous regrettez-vous jamais de ne plus voler ?» La question m'a fait faire une pause, mon regard dérivant vers la fenêtre où un avion d'entraînement a décollé, laissant un trait blanc dans le ciel. J'ai souri, j'ai secoué la tête. Non, dis-je. Le vol faisait partie de moi, mais pas tous. J'ai trouvé quelque chose de plus important. Le cadet hocha la tête comme s'il comprenait, et j'ai continué la leçon. Mais à l'intérieur, je savais que j'avais dit la vérité. Je n'ai eu aucun regret. J'avais volé à travers un ciel, atterri dans des guerres, fait face à des tempêtes que personne n'a vues. Mais l'atterrissage le plus dur de ma vie n'était pas sur une piste ou sur un champ de bataille. Il rentrait chez moi. Un soir, Isa a couru sur le porche tenant un avion en papier. Et elle venait de plier. « Papa, regarde !» cria-t-elle, le lançant en l'air. Il a grimpé quelques boucles avant d'atterrir sur l'herbe, et elle a ri, courir pour le ramasser. Je me suis tenu là à la regarder et j'ai réalisé que j'avais trouvé le vrai sens de ma vie. Pas dans les médailles, pas dans les vols, mais dans le sourire d'Ea, dans la façon dont elle a tenu ma main, dans la façon dont elle m'a fait me sentir comme un père. Je me suis assis à côté d'elle, l'aider à plier un nouvel avion. « Papa, je veux que celui-ci vole aussi haut que vous, » a-t-elle dit. J'ai ri, l'embrassant le front. Ce sera ma chérie. Mais peu importe où il vole, je serai toujours ici en attendant que vous atterrissiez. Alors que j'écris ces mots, je pense à tout ce que j'ai vécu. J'ai appris.